Je vous propose d'adopter le procès-verbal numéro 17 de notre séance du 19 mai 2022. Il n'y a pas eu de remarques particulières. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Sinon, je mets au vote. Quelqu'un est contre, quelqu'un s'abstient. Donc, nous avons adopté ce procès-verbal. Petite question d'actualité. Un souci au collège Lamartine nous a amené à proposer une motion tout à l'heure. Je vous demande d'avoir la possibilité de l'adjoindre à l'ordre du jour. Quelqu'un s'oppose, quelqu'un s'abstient, donc c'est inscrit en dernier point de notre ordre du jour aujourd'hui. Alors, comme il était de tradition, mais que la dernière fois nous ne l'avons pas fait, je propose que Christine Gugelmann nous fasse un petit résumé de l'activité eurométropolitaine, spécifiquement sur ce qui concerne notre ville de Bischheim, que les autres conseillers pourront compléter. Merci, monsieur le maire. Rapproche. Qui concerne la ville de Bischheim, mais également globalement l'Eurométropole, pour que ça puisse informer utilement tous nos concitoyens. Donc un point sur quelques délibérations lors des 3 derniers conseils de l'Eurométropole, puisque je n'avais pas eu l'occasion d'en faire. Donc premièrement, si vous le permettez, un petit focus budgétaire, parce que je pense que ça intéresse toujours tout le monde. Donc le 28 juin, donc lors du dernier conseil, nous avons été amenés à approuver le compte de gestion de l'exercice 2021. Et je voulais vous informer que l'encours de la dette de l'Eurométropole au 31 décembre 2021 est de 630 millions d'euros, ce qui allonge la durée de désendettement qui est en augmentation puisqu'elle passe de 6,7 à 7,4 ans. Mais la situation reste bien en deçà des seuils d'alerte, donc pas d'inquiétude majeure à ce niveau-là. Concernant le budget primitif 2022 de l'Eurométropole, celui-ci a été présenté dans un contexte d'espoir de sortie de la crise sanitaire. Il a surtout pour objectif de consolider les ambitions politiques du mandat qui, je le rappelle, sont de transformer durablement le territoire, le rendre plus résilient et le préparer aux enjeux du dérèglement climatique, de rendre effectif le droit à la mobilité et au logement, d'étendre les solidarités intercommunales, de renforcer le service public métropolitain et de réaliser les investissements stratégiques nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Le budget est ainsi marqué par une augmentation des dépenses de fonctionnement, notamment en matière de mobilité, puisque vous le savez, il y a eu le financement de la gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans. Il y a des aides individuelles qui sont mises en place dans le cadre de la mise en place de la ZFE. Il y a le déploiement du transport à la demande sur la totalité des 25 communes de la deuxième couronne. L'évolution de l'offre sur les différentes lignes de bus, le financement du réseau express métropolitain à compter de la mi-décembre 2022. Également en matière de développement économique, avec une reconduction des aides pour préparer l'après-Covid, mais également pour financer les nouvelles dépenses que sont le contrat triennal, le fonds recherche et innovation, l'économie sociale et solidaire et le nouveau projet de fonds alimentaire territorial. Une augmentation également pour les dépenses liées à la politique des déchets et la propreté urbaine. En matière de développement de la politique sociale, notamment le développement de structures d'hébergement qui inclut le financement de 300 places d'hébergement pérennes à fin 2022. Le budget est également marqué par une augmentation des dépenses de personnel, la politique ambitieuse de l'Eurométropole nécessitant un renforcement des moyens humains à hauteur de plus de 120 postes de compétences EMS sur le mandat pour d'une part développer les services publics de proximité et d'autre part pour accompagner la mise en œuvre des projets inscrits au plan d'équipement, le niveau d'investissement prévu sur ce mandat étant supérieur, je vous le rappelle, de 200 millions d'euros par rapport au mandat précédent. Les ambitions de l'Eurométropole nécessitent également, pour ce budget, de faire appel à une contribution supplémentaire en actionnant, vous le savez, le levier de la taxe foncière. Second point, en matière de solidarité, de lien social et culture. 2 délibérations lors de conseil du 25 mars qui intéressent plus particulièrement notre commune. Premièrement, dans le cadre de la délibération relative au fonds de concours métropolitain pour les écoles de musique, nous en avions effectivement présenté le dossier et un montant de 20 996 € a été octroyé pour Bischheim sur la base de 284 élèves.
Dans le cadre de la programmation du contrat de ville et de la première étape de soutien au projet pour l'année 2022, des subventions ont été attribuées en soutien à différents projets, dont une subvention à l'association Active Action à raison de 7 000 € pour soutenir le dispositif Sans chance, sans emploi, sans le chiffre 100, qui est un dispositif qui réunit des acteurs publics et des entreprises pour une démarche commune d'insertion et d'accompagnement des jeunes et adultes de 18-30 ans jusqu'à l'emploi durable. Et une subvention de 5 000 € a également été octroyée pour accompagner le développement des compétences des personnes éloignées de l'emploi au sein de structures de l'insertion socio-professionnelle dans les QPV de Schiltigheim et de Bischheim. Enfin, un point concernant une délibération relative à l'Agence du climat qui intéresse aussi ma voisine. L'année dernière, je vous avais en effet résumé la délibération concernant la création en avril 2021 de l'Agence du climat Guichet des solutions, créée sous forme associative à l'initiative de l'EMS et de 19 autres partenaires fondateurs du territoire dans le cadre du plan climat 2030. Notre adjointe en charge du développement durable, Nadia Moï-Michler, vous avez également fait une présentation complète de cette agence du climat qui constitue un guichet unique chargé de conseiller et d'accompagner tout usager dans la transition écologique et sociale, qu'il s'agisse des particuliers, des entreprises ou des communes, sur les thématiques des mobilités durables et décarbonées, de la rénovation énergétique des bâtiments et de la végétalisation. Lors du Conseil du 20 mai, un point a été fait sur l'activité 2021 et la délibération de l'EMS a porté sur la Convention financière 2022 qui vise à soutenir les investissements de l'Agence du climat et notamment en matière de matériel et d'outils de sensibilisation sur la thématique de la mobilité, de matériel pédagogique et de mesures sur la thématique de la rénovation énergétique des bâtiments et de mobilité des collaborateurs qui s'inscrit dans un plan de recrutement de 20 collaboratrices et 20 collaborateurs. Je vous en ai parlé car cette agence peut effectivement être utile pour mener à bien tous les projets qui sont liés à la mobilité et à la rénovation énergétique. Il ne faut donc pas hésiter à faire appel à cette agence qui dispose de locaux à Strasbourg, actuellement 2 avenue de la Forêt-Noire. Il y a un numéro de téléphone d'accueil et vous avez également un site qui est très bien fait, agenceduclimat-strasbourg.eu. C'est une véritable porte d'entrée en termes de diagnostic, de mise en évidence de solutions alternatives et d'identification d'éligibilité ou pas aux aides de l'État et de l'EMS, notamment en lien avec la ZFE. Donc je vous invite vivement à prendre conseil auprès de cette agence. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie et bien évidemment si Gérard a quelque chose à ajouter. Merci Christine. Donc le principe, c'est une présentation objective, la plus objective possible, de l'activité eurométropolitaine. Nous laissons le débat politique à une autre enceinte, mais ici, c'est simplement pour... voilà. Si Gérard veut rajouter quelque chose... Seule chose que je peux rajouter, c'est que je suis toujours en admiration devant l'art de la synthèse et de la clarté de Christine et de l'objectivité des propos. Voilà, je suis admiratif et jaloux. Merci. Donc, nous allons aborder notre ordre du jour qui est essentiellement technique ce soir. Voilà. Premier point, subvention aux associations, toujours dans le cadre du contrat de ville. Nous avions une première vague et là, c'est la deuxième. Vous avez donc 8 associations pour les projets et nous proposons donc d'attribuer une subvention globale de 10 250 € pour l'ensemble de ces projets qui sont détaillés. Je pense qu'il n'y a pas d'objection, pas d'abstention. Le point suivant, c'est une demande de subvention pour la rénovation de l'éclairage du terrain du parc des sports. Voilà, il n'est plus aux normes. Et en plus, pour des mesures d'économie, nous souhaitons le passer en LED. Donc, ce qui évitera aussi d'avoir à faire appel à des nacelles pour changer ponctuellement les ampoules qui étaient défectueuses. Donc, l'ensemble de ce projet est à 62 000 €. Et nous souhaitons donc obtenir des subventions de 15 000 € de la région et de 12 000 € de la Fédération française de football. Donc pour pouvoir solliciter ces financements, nous sommes amenés à prendre la délibération qui vous est proposée. Je pense que pour une subvention, oui, Gérard. Une petite question par rapport à ce point.
C'est parce qu'il y a c'est un éclairage défectueux ou c'est parce que les normes ont évolué? Alors, l'éclairage est devenu un peu plus vieillissant. Hein, et il y a l'une ou l'autre ampoule qui ne brûle plus. Donc, le fait de les remplacer et faire venir une nacelle coûte relativement cher. Donc, nous avons pensé que c'était plus judicieux de remplacer le tout par du LED qui permettra d'avoir une durée de vie plus importante et de faire des économies à la fois sur la consommation et sur les renouvellements de ces ampoules et d'avoir les normes actuelles de la fédération. Oui, on votera pour, mais ouais. Voilà, enfin, je suis toujours un peu méfiant quand je vois des choses comme ça, parce que je sais que certains sports ont l'habitude de faire évoluer des normes. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je posais la question. Pas les normes, c'est pas à cause des normes. Sans se soucier souvent des enjeux financiers derrière pour les collectivités. Ouais. Voilà. Donc, normalement, c'est pour faire des économies que nous le faisons. Pas d'objection, pas d'abstention. Ensuite, pour le lycée Marc Bloch, l'équipe de basket participe au championnat du monde. Et donc, ils ont un plan de financement qui vous est mis dans la délibération et ils sollicitent de la ville de Bischheim le montant de 300 €. Donc, ce n'est pas qu'on ne veut pas donner plus, mais c'est leur financement. Je sais que la collectivité européenne d'Alsace financera 1 300 € comme demandé également. Donc, leur plan de financement sera respecté. Je pense qu'il n'y a pas d'objection, pas d'abstention, donc ils remercient. Ensuite, convention d'objectifs avec l'association Passage. Donc nous connaissons toutes et tous l'association Passage. Donc il y a des orientations, des priorités, c'est de participer à la vie sociale et culturelle de Bischheim, promouvoir et contribuer à la participation des habitants dans différents projets, développer et consolider les partenariats avec les établissements scolaires et les associations locales et participer ou proposer des animations événementielles. Voilà, donc pour cela, ils mettent en œuvre un certain nombre de moyens. Donc pour résumer tout cela, il est proposé, pour pouvoir aussi continuer à les financer, d'avoir une convention d'objectifs triannuelle de 2022-2024 qui a donc été joint à la présente délibération. Donc il est proposé d'autoriser donc le maire ou son adjoint à signer avec l'association Passage la convention d'objectifs. Y a-t-il des objections, des abstentions? Je vous remercie. Et donc, pour la première année, ce qui est lié à cette convention, c'est la convention financière. Donc, en accord avec l'association et avec les budgets prévisionnels que nous avons eu à examiner, il est proposé que pour l'année 2022, la subvention soit de l'ordre de 6 000 €. Est-ce que là-dessus, il y a une objection, une abstention? Donc, je vous remercie. Ensuite, le nouveau règlement intérieur de l'école municipale de musique et de danse. Je laisse la parole juste pour une présentation succincte à Martine. Alors, ce règlement, il vient après la réunification des deux écoles de musique d'un côté et de danse qui s'est faite là tout récemment, concomitante à l'arrivée du nouveau directeur de cette nouvelle école de musique municipale de musique et de danse, donc qui vient d'un cas. L'objectif, c'est de faire de l'école de musique un établissement qui rayonne sur le territoire. Donc ce règlement va se trouver dans un projet d'établissement qui est en cours de construction et dont l'objectif est de faire en sorte que l'activité de l'école de musique rayonne sur tout le territoire de Bischheim. Cet établissement donc, va permettre bien sûr de maintenir un service de qualité, de gagner en clarté, en visibilité dans le fonctionnement de l'établissement et de mettre en place des projets qui rayonnent sur le territoire et au-delà. La communication et l'administration seront unifiées.
Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, pour permettre à l'établissement de fonctionner correctement dès cette rentrée, il a été nécessaire, avant l'écriture du projet d'établissement, de faire une mise à jour du règlement intérieur qui datait de presque 30 ans et de mettre en cohérence le pôle musique et le pôle danse, donc calendrier des cours, manifestations, utilisation du matériel, etc. Et c'est l'objet de la délibération que vous avez sous les yeux. Oui, quand j'ai vu le point du règlement, j'ai dit, bon, c'est un point plutôt technique, mais derrière le point technique, il y a effectivement un projet un peu plus ambitieux. Et je pense que, alors c'est peut-être pas encore le moment, mais je pense que le moment venu, Martine, tu pourras peut-être nous présenter un peu les ambitions de ce projet culturel, enfin de ce qui ressemble de plus en plus à une école des arts ou quelque chose comme ça sur l'ensemble du territoire, voilà, avec l'ensemble aussi des éléments budgétaires, etc., qu'on ait une présentation un peu plus globale maintenant qu'il y a la réunion l'unification des deux écoles, et puis voilà. Et puis oui, ça pourra faire l'objet effectivement d'un point particulier lorsque on réfléchira sur justement ce rayonnement, parce que il y a à peu près 300 élèves et le reproche peut être fait parfois de dire les bénéficiaires ne sont que ceux qui vont à l'école de musique et de danse, alors que quand il y a le gala de danse comme il y a eu il y a quelques jours, quand il y a des concerts comme il y a eu hier, tout ça participe aussi de l'animation, et tout ça a vocation à être multiplié. Et bon, il n'y aura pas que ça dans le projet d'établissement, mais un projet d'établissement, c'est fait. D'abord, c'est le directeur de l'école de musique et de danse qui va tenir la plume, qui va l'écrire, mais en concertation, bien évidemment, avec son équipe pédagogique et tous les partenaires du territoire. Donc, évidemment, on pourra en reparler. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres interventions, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce signe d'encouragement et pour avoir été partiellement au gala de danse. J'ai trouvé ce moment extrêmement émouvant d'avoir toute cette panoplie de la plus petite enfance aux adultes, et en n'oubliant pas, on dit danse, qui est toujours un moment extrêmement émouvant. Merci Martine. Le point suivant, c'est la convention de partenariat pour contrat de rebond culturel, résidence artistique, qui est un financement de la collectivité européenne d'Alsace. Donc je recède la parole à Martine, tout en disant je ne prendrai pas part à ce vote. Et je salue aussi, j'en profite, dans la salle, mon binôme Daniel Diligent, qui me soutient beaucoup lorsque nous avons des projets à financer par cette collectivité européenne d'Alsace. Nous sommes tous les deux élus sur le canton de Schiltigheim-Bischheim, et je la remercie de faire en sorte que nous ayons des opérations qui se passent autant sur Schiltigheim que sur Bischheim d'ailleurs. Merci. Voilà, Martine, si tu veux aussi, juste en 2 mots, nous présenter ce projet. Alors, la collectivité européenne d'Alsace, effectivement, s'est engagée dans un plan de rebond durable et solidaire pour soutenir le secteur culturel qui avait été fortement affecté par la crise sanitaire. Et ce plan de rebond vise à conforter la relance économique des opérateurs culturels et à stimuler la vie culturelle des territoires alsaciens. Donc, dans ce contexte-là, une convention de partenariat qui présente les projets prévus pour chaque résidence entre la collectivité européenne d'Alsace, la ville de Bischheim et l'équipe artistique. Donc, par résidence artistique, il est entendu la présence d'une équipe artistique professionnelle sur un territoire, avec ou sans mise à disposition de locaux, et pendant une période de 3 années, pour accompagner un territoire en associant des opérateurs locaux, culturels bien sûr, mais aussi éducatifs et sociaux. L'objectif partagé, c'est une rencontre avec les habitants à travers un ensemble d'actions, des spectacles, des rencontres, des ateliers. Et les objectifs de la résidence artistique sont la réalisation d'actions culturelles de proximité, en dialogue et travail étroit avec les opérateurs culturels locaux afin de soutenir l'économie alsacienne, stimuler la vie culturelle, comme je le disais tout à l'heure, du territoire et apporter la culture au plus près des habitants. Donc on a 2 conventions, l'une avec la compagnie Sémaphore,
qui bénéficie d'un financement de la CEA à hauteur de 15 200 €, donc résidence théâtrale. Et l'autre compagnie, qui est le collectif Les Pieds au Mur, avec un partenariat avec la ville de Schiltigheim et Emmaüs Mundo, pour la période 2022-2025. La convention concerne les années 22-23 pour un montant de 16 000 €. Voilà. Merci. Alors, je précise juste que Emmaüs Mundo, ça veut dire monde, et plus l'abréviation de Mundolsheim. Donc, Emmaüs Monde est à Bischheim et sera inauguré samedi matin. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'explications? Enfin, je crois que c'est une belle proposition. Et moi, je suis très heureux que Martine ait fait évoluer la pratique culturelle à Bischheim. Je dis pratique, parce que ce n'est pas la culture qui est un mot un peu trop ambitieux, c'est aussi l'animation culturelle. Et donc, vous êtes tous d'accord que nous ne fassions pas durer ce conseil municipal trop longtemps, puisqu'il y a un événement qui nous attend au parc Baudely, et je vous inviterai tout à l'heure à y aller. Mais d'abord, les choses sérieuses. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le point suivant, c'est la mise à jour pour une délibération eurométropolitaine du programme de voirie. On vous a mis dans la délibération les 5 sujets. La première, c'est la rue des Fleurs. Vous savez que la rue des Fleurs, il y a eu un certain nombre de branchements qui ont été faits de rustine. Donc, on a souhaité qu'il y ait un tapis sur l'ensemble de la rue. Elle n'est pas large, donc ça permet un petit confort. L'Eurométropole a encore trouvé ce petit montant de 15 000 €. Donc, voilà. Le pont SNCF de Bischheim, alors ça, c'est une première étape, puisque nous pensons tous que ce pont devra être un jour démoli et reconstruit. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas sous ce mandat que ça va être fait, mais j'ai insisté auprès de l'Eurométropole et j'ai été écouté parce que vous avez vu, on a mis des filets en dessous, il y a des petits morceaux qui se détachent. Enfin, il commence à être extrêmement fatigué. Et c'est aussi le seul accès, à part la route de Bischwiller, du Technicentre. Et il ne faudrait pas que le pont soit fermé comme celui de Eunheim pour ne plus pouvoir accéder, et ce serait quand même catastrophique. Donc, voilà, il y a cette étude. Ensuite, la rue de la Tuilerie. La rue de la Tuilerie devait être faite aussi il y a 2 ou 3 ans, je ne sais pas. Donc, on a demandé que ce soit reculé, puisqu'il y avait à la fois le projet mairie et le projet Sapin Vert. Donc, c'est dans la continuité de ce projet. La rue sera refaite et puis on aura quand même un espèce de plateau ou quelque chose pour permettre à la sortie d'avoir une circulation apaisée au droit du parc, j'appelle ça un parc, du Sapin Vert, même s'il n'est pas très grand ou très ambitieux, mais ça aura quand même la prétention d'avoir un peu de verdure et de fraîcheur dans cet îlot. Ensuite, le chemin de la digue, là, ça c'est quasiment terminé. C'est donc un mini-nœud cycliste qui relie à la fois la piste cyclable de la rue de la Robertso à la piste de Vélostrasse, mais aussi à travers le parc, le prolongement qui, à travers l'allée Blaise Pascal, rejoindra la rue de Gaulle et la piste cyclable, la rue de Gaulle, donc pour accéder au parc des sports et au lycée de manière ininterrompue, en espérant que d'ici là, la rue de Leclerc sera faite, et donc de la mairie de la rue de Bischwiller, on pourra accéder en piste cyclable sécurisée sur un certain nombre d'endroits à ce quartier. Voilà, c'est simplement un avis donc, que nous devons donner favorable pour que l'Eurométropole puisse... Ah, j'ai oublié, oui, la rue nationale, alors qui est aussi en cours. La première partie va être macadamée. Les pavés sont faits demain, vendredi, si tout se passe bien. Et donc, la deuxième tranche, qui a été faite après les congés scolaires pour ne pas perturber le fonctionnement de l'école, va donc démarrer à partir du 18. Donc, les délais, pour l'instant, sont tenus. Si tous ces travaux, il y a aussi des travaux, j'en profite pour le dire, d'alimentation eau sur la rue de la Robertso de l'autre côté du canal, tous ces travaux sont faits à une période où il y a les congés,
mais aussi pour faire en sorte qu'à la rentrée, 1er septembre, tout soit terminé. C'est pour ça qu'ils ont été un petit peu anticipés. On n'a pas attendu le juillet. Pourquoi ? Parce que sinon, on aurait dépassé le mois de septembre. Je pense qu'il est plus intéressant pour nos habitants que tout se termine le 27 août, voilà, avant la rentrée, la foire, avec l'inauguration de nos nouveaux locaux. Ça aura aussi un engouement. Donc voilà, il y a des travaux. Vous avez vu aussi que la pharmacie est partie enfin. C'est une première étape. Il faut maintenant que la procédure judiciaire continue pour l'immeuble occupé par Campolo, pour que les travaux de cette voirie qui sont programmés, qui sont prévus, puissent effectivement être faits, ce qui permettra aussi à ce carrefour d'avoir un petit peu plus de fluidité, parce que si le carrefour est à angle droit, il y aura moins de temps d'attente qu'aujourd'hui, puisqu'il y a 3 ou 4 cycles, alors qu'on pourra le réduire. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'opposition à émettre un avis favorable, pas d'objection. En immobilier, il y a la cession de la maison 6 rue du Passage. Vous vous souvenez que lors d'un conseil municipal, cette maison qui servait de presbytère à la paroisse protestante pour le quartier ouest a été, je ne sais pas si on dit déclassée, ou enfin donc voilà. Cette maison a été estimée par les domaines à une valeur de 290 000 €. Nous avions trouvé que c'était un montant relativement faible par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Et donc, nous avons, pour transparence totale, proposé une modalité de consultation et de conditions de présentation des offres d'achat qui a été faite, donc en toute transparence. Et nous avons donc retenu l'offre la mieux disante et aussi la plus disante, disons, qui voilà, est de 380 000 €. Juste, je ne sais pas si tu n'as pas oublié un point, le point du passage de l'acquisition du terrain. Moi, je l'avais en numéro 10. Ah bon, non, mais dans la présentation des documents, il était avant. Donc, voilà. Ah, pardon, excuse-moi. Voilà, j'ai un ordre du jour. Donc, on peut ça, pas d'objection, pas d'abstention. Et donc, maintenant, si vous en êtes d'accord, c'est une acquisition d'un terrain. Alors, ce terrain me préoccupe et préoccupe beaucoup de monde depuis de très nombreuses années. Vous savez, tout le monde sait ce dont il s'agit. C'est un terrain situé derrière la floriculture, entre la nouvelle voie vélo le long de la voie ferrée et la rue, le chemin qui relie le cimetière à la rue de Soufel-Weiersheim. Et c'est un terrain qui est encombré avec des constructions, enfin, façon de parler, avec des épaves de voitures, avec des caravanes. Nous avons dû faire intervenir la SPA, la police, parce qu'il y avait des chiens maltraités sur ce terrain. Il y a des élevages d'animaux, etc. Tout ça ne convient pas à l'occupation normale de ce terrain. Et le terrain appartient à Madame Freis, ce nom vous dit quelque chose. C'est la fille d'un ancien adjoint au maire de Bischheim, voilà, qui avait la propriété Villa Freis, rue Leclerc, avec le terrain derrière qui a donné lieu à la construction de la voûte étoilée. Et donc, Madame Freis, qui habite à Waterloo, tenait longtemps à garder ce terrain pour avoir une accroche avec Bischheim, mais elle a souvent eu beaucoup de frais parce qu'on lui a envoyé des lettres recommandées pour dire il faut nettoyer le terrain, mais elle n'a jamais obtenu satisfaction. Donc, pour la soulager et pour arriver à nettoyer ce terrain, il est plus simple que ce soit la ville qui le fasse avec les moyens que nous avons. Donc, il est proposé de lui acheter le terrain en l'état, de faire notre affaire de nettoyer ce terrain. Et donc, la proposition de prix, c'est 44 arts, est un montant de 13 000 €, qui est inférieur à ce qu'on a payé pour l'autre terrain, qui était celui qui a été occupé par M. Lambert juste à côté, mais celui-là était un peu plus propre, il n'y avait pas d'occupant. Là, il y a quand même le coût de nettoyage et de faire en sorte d'évacuer les personnes présentes. Donc voilà, c'est un prix... logiquement, les prix au mètre carré, à l'art, sur des zones agricoles sont même inférieurs à cela.
Mais bon, je pense que voilà, c'était une façon à l'amiable de traiter ce dossier. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'objection, pas d'abstention, on va essayer de signer. Et juste, je crois que c'est intéressant de penser à récupérer un peu quand il y a des espaces vacants dans le coin là-bas, parce que c'est une zone qui a un potentiel. Hein, nous avions porté pendant la campagne électorale un projet sur ce secteur d'agriculture et de projets nourriciers pour la commune. Et je crois que c'est intéressant de commencer à avoir un peu de terrain dans ce secteur. Je te remercie, mais je précise encore une fois que la motivation essentielle, c'est de nettoyer, parce que quand vous passez à côté et que vous entendez, j'avais souvent les habitants plutôt de Eunheim qui m'appelaient même la nuit, qui me faisaient entendre les aboiements de chiens, et les gens qui connaissent ce que c'est qu'un chien et le respectent comprennent qu'on ne pouvait pas continuer à laisser, disons, cette maltraitance. Voilà. Donc ça a été réglé. Il y en a l'un ou l'autre maintenant, mais je pense qu'il faut nettoyer pour arriver à avoir la propreté, mais avoir aussi, et comme tu le dis, un pied dans le projet. Est-ce qu'il y a des objections, des abstentions? Je vous remercie. Alors pour les 2 points suivants, j'ai juste une petite introduction. Concernant la SCAEB, donc au dernier conseil municipal, 2 délibérations relatives à la SCAEB ont été adoptées avec l'ensemble des conseils municipaux qui ont pris part au vote. Je précise quand même que l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales dispose notamment que, je cite, « les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance ne sont pas considérés de ce seul fait comme étant intéressés à l'affaire. La collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale. Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l'élu local participe aux délibérations du conseil d'administration de surveillance de ladite société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu'il représente. Donc, malgré cela, et malgré ces dispositions, mais par précaution, il est donc proposé aujourd'hui de soumettre à nouveau au vote ces 2 délibérations. Les élus concernés par la SCAEB ne prendront pas part ni au vote, ni aux échanges, se retireront. Donc, il s'agit de Christine Gugelmann, de Jacques Nicolas, de Martin Flight, de Gérard Schahn et de moi-même. Et en conséquence, les absents concernés, Yann Parizeau, Carla Charton et René Bandol, ne sont pas, comme ils ont les procurations, feront pas partie du vote non plus. Et dans un même souci de précaution, alors qu'il ne me semble pas nécessaire, Nicole Fulmart ne prendra pas part au vote puisqu'elle est l'épouse d'un actionnaire de la SCAEB. Mais par mesure de précaution, ça ne change rien. Donc, je vous rappelle aussi que nous avons pris l'engagement que cet automne, la situation de la SCAEB qui est à l'étude aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, sera présentée et débattue en commission réunie, comme ça il n'y aura pas de souci de discussion et tout le monde pourra participer à ce débat, à cette discussion, avant de présenter à l'automne la validation des comptes de l'exercice 2021. Aujourd'hui, c'est l'exercice 2019-20 comme on avait adopté la dernière fois. Donc, c'est une simple mesure de précaution. Et puis, la délibération concernant la cession de la licence, où il y avait un certain nombre de questions qui étaient restées ouvertes. Et aujourd'hui, par transparence totale, nous mettons en pièce jointe l'acte notarié. Comme ça, il y a une clarté totale. Alors, je propose que les personnes que j'ai citées se retirent et je cède la présidence de la séance pour ces 2 délibérations à Bernadette Gillot. Merci, Monsieur le maire. Alors, pour la première délibération, les rapports SCAEB 2019 et 2020 ayant été transmis d'ores et déjà, je propose de passer directement à la délibération.
conformément à l'article 1524-5 du Code général des collectivités locales, le Conseil municipal doit se prononcer sur le rapport présenté une fois par an par les représentants au sein du Conseil d'administration de la SCAEB, Société d'économie mixte de la ville. Cette délibération annule et remplace la délibération du 19 mai 2022. L'ensemble des membres du conseil d'administration de la SCAEB, comme on l'a dit, ne prennent ni part au débat ni au vote. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'annuler la délibération en date du 19 mai 2022 portant sur les rapports financiers SCAEB années 2019 et 2020, se prononce favorablement au rapport présenté par la SCAEB pour les exercices 2019 et 2020, conformément aux annexes ci-jointes, annexe numéro 1, année 2019, annexe numéro 2, année 2020. Y a-t-il un souhait d'intervention? Oui, Christelle? Merci Bernadette. Moi j'ai une question de formalisme. Je voulais savoir le fait que j'imagine que cette délibération est passée au contrôle de légalité. Oui. Oui. Okay. Donc dans ces cas-là, je voulais savoir, est-ce que c'est au conseil municipal d'annuler une délibération? Ma question, c'est pas. J'ai bien compris que le contrôle de légalité, apparemment, le préfet n'a pas réagi. Ça, j'ai pas de souci vis-à-vis de ça. Par contre, je demande au niveau formalisme, est-ce que c'est au conseil municipal d'annuler une décision alors que c'est passé au contrôle de légalité? Oui. Oui. J'ai vérifié. Ouais. A priori, oui. Parce que ça va repasser au contrôle de légalité. Oui, mais ça j'ai bien compris, Bernadette. C'est pas le souci pour moi. Le souci, c'est de savoir est-ce que le conseil municipal est habilité à annuler une décision qui a été déjà actée par le préfet. Je demande si nous avons le droit légalement de le faire. Oui, tout à fait. D'accord. C'est au conseil municipal de délibérer. Alors, qui est pour? D'autres interventions? Qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est contre? 2. On passe à la seconde délibération. La seconde délibération a pour objet d'annuler la délibération du 19 mai 2022 relative à l'acquisition de la licence 4. Afin de répondre à l'ensemble des interrogations du conseil municipal émises lors de son examen, il est proposé une nouvelle version. Au travers de la création du tiers-lieu, le Sapin Vert, la ville de Bischheim, s'est engagée dans une politique ambitieuse de développement de son territoire, axée notamment sur la revitalisation du centre-ville et dans une politique culturelle au service du développement économique. L'espace de restauration au sein du Sapin Vert permettra de développer un tissu économique pour un centre-ville plus attractif et plus dynamique. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de se porter acquéreur de la licence 4 de la SCAEB provenant de l'ancien Café Metz, conformément au projet d'acte notarié de cession 6 juin pour un montant de 10 000 €. L'ensemble des membres du conseil d'administration de la SCAEB, comme il a été dit, ne prennent ni part au débat ni au vote. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'annuler la délibération en date du 19 mai 2022 portant sur l'acquisition d'une licence 4. Approuve l'acquisition d'une licence au nom de la commune de Bischheim pour l'exploitation d'un débit de boissons de 4e catégorie au prix de 10 000 € hors frais de notaire. Autorise un adjoint au maire compétent en matière de transactions immobilières à signer l'acte de cession ainsi que tous les actes et documents relatifs à ce dossier. Précise que les crédits sont prévus au budget primitif 2022 au chapitre 20.
Y a-t-il un souhait d'intervention? Oui, Christelle Forêt. J'ai une petite question. Dans la phrase, voilà. Donc la présente délibération a pour objet d'annuler la délibération. Donc je ne vais pas revenir sur qui a le droit de le faire ou pas. Afin de répondre à l'ensemble des interrogations du conseil municipal émises lors de son examen, il est proposé une nouvelle version. Ok. Moi, j'ai une phrase qui me gêne dans cette délibération, c'est « Ainsi, il est proposé au conseil municipal de se porter acquéreur ». Alors, j'entends bien qu'à la fin, il y a marqué « Approuve l'acquisition d'une licence au nom de la commune de Bischheim », mais je pense que la phrase « Il est proposé au conseil municipal de se porter acquéreur », ce n'est pas le conseil municipal qui se porte acquéreur, mais la commune. Donc, je pense qu'il faudrait changer la phrase. Oui, le conseil municipal se porte acquéreur pour la ville. Non, c'est pas possible. C'est pas le conseil. Non, Ouais. non, la phrase n'est pas juste. Ce pronom. L'acquisition se fait tout de même au nom de la commune. Ça, j'entends, j'ai pas de souci, j'ai lu le. Mais sauf que c'est une délibération. Donc nous allons voter, et en fait, c'est deux phrases contradictoires. C'est pas le conseil municipal qui se porte acquéreur, c'est la commune. Oui, voilà. mais c'est voilà. Je vois, mais la phrase n'est pas juste. Ouais. C'est le délibéré qui fait foi. Oui, mais ceci dit, le délibéré peut-être, mais c'est une délibération que nous votons. Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Voilà, je vous remercie. Et comme l'a dit Monsieur le maire, d'autres précisions vous seront données lors de la commission réunie de cet automne. Voilà, merci. Donc, nous prenons suite aux différentes délibérations. Il y a une délibération concernant, fixation des tarifs. Alors, c'est un grand mot. Donc, vous savez que nous venons d'acquérir une licence, je ne sais pas qui, mais enfin bref, on l'a acquis. Il faut ouvrir pendant 8 jours l'établissement pour que cette licence perdure. Et pour ouvrir, eh bien, il faut, comme c'est la ville qui est maintenant qui sera propriétaire de la licence, il faut que les tarifs soient votés par le conseil municipal. Donc les tarifs qui sont ici, qui sont des tarifs normaux de restaurant, voilà, seront donc appliqués pendant une période de 8 jours où la buvette sera ouverte ici au Cheval Blanc, je crois. Hein. C'est à l'accueil du Cheval Blanc. Donc vous aurez les dates et donc libre à vous de venir consommer et discuter un peu autour d'un verre. On est d'accord pour ces tarifs, personne ne s'abstient, personne n'est contre, merci. Ensuite, une délibération d'admission en non-valeur. Je répète à chaque conseil municipal, le trésorier et nos services finances essayent d'apurer un petit peu les comptes et de sortir un certain nombre de petits montants qui ne sont plus récupérables avec des recouvrements infructueux, etc. Donc, pour les admissions en non-valeur, il s'agit d'un total de 8 918,86 €. Pas d'objection, pas d'abstention. Et ensuite, les créances éteintes. Alors ça, c'est généralement suite à des procédures judiciaires. Donc là aussi, c'est un montant de 5 457,71 pour un certain nombre de chiffres que vous avez, dont vous avez le détail. Pas d'objection, pas d'abstention. Après, il y a un ajustement technique du tableau des effectifs. Vous savez que nous sommes amenés, pour pouvoir recruter, d'ouvrir des postes. On en supprime aussi, comme la dernière fois. Donc, nous avons... voilà, le résumé dans la délibération, c'est nous recrutons 3 animateurs élémentaires et un animateur maternel en vue de la hausse des inscriptions. Nous transformons l'espace de vie sociale, socio-culturelle, et pour cela, nous recrutons un chargé de mission.
Ensuite, on modifie la durée hebdomadaire de service de plus de 10% de 19 animateurs périscolaires. Je crois que c'est une autre délibération encore. Modifier la durée hebdomadaire de plus de 10% d'un attaché territorial à sa demande. Recruter un éducateur de jeunes enfants suite au départ en mutation d'un agent d'un autre cadre d'emploi. Et enfin, une auxiliaire de puériculture à temps non complet suite à la nomination d'un agent en interne qui a réussi son concours. Donc on va bien le nommer. Voilà. Est-ce que quelqu'un est opposé? Quelqu'un s'abstient? Vous avez le tableau détaillé de ces recrutements et vous avez vu que nous avons pu mettre un certain nombre de catégories multiples, je dirais. Hein. C'est des créneaux, parce qu'avant on avait des lignes pour recruter. Et vous vous souvenez que pour le directeur de l'école de musique, on en avait prévu 5 et il fallait quand même un 6e. Donc là, on peut le faire maintenant, de faire une fourchette de catégories. Donc j'avais mis au vote, il n'y avait pas d'abstention, pas d'opposition. Création d'un emploi non permanent suite à un accroissement saisonnier. Bon, on comprend bien que pour le service espace vert, nous avons besoin d'une personne supplémentaire pour une période de 6 mois. Pas d'objection, pas d'abstention. Ensuite, c'est cette modification inférieure ou égale à 10% de travail pour plusieurs emplois. Donc, c'est des petits éléments à la marge. Il s'agit d'une part des animateurs périscolaires. Et là aussi, ça dépend de l'endroit où ils sont. Enfin, c'est une adaptation. Et tout ça, c'est fait en parfaite concertation avec les élus, avec les agents. Et puis aussi, au niveau des agents d'entretien, vous voyez, c'est vraiment à la marge, portée de 21,3 heures à 19,17. Enfin, c'est à la marge. Je peux mettre au vote, personne n'est contre, personne ne s'abstient. Et donc, validation du tableau des effectifs. Alors ça, c'est avec tous les... on présente régulièrement donc ce tableau des effectifs que vous avez en détail sur un certain nombre de pages. Y a-t-il des questions là-dessus? Enfin, c'est une mise au point régulière. Alors, c'est aussi pour permettre les fourchettes de grade, d'évoluer les gens au niveau des postes, etc. Pas d'objection, pas d'abstention. Rémunération des assistantes maternelles. Ah oui, j'avais des explications là-dessus. Le point 20. Il est où? Donc, Oui, mais j'avais un petit résumé, mais enfin, la délibération est relativement détaillée. Donc, il est proposé de... Ah oui, l'explication est très simple, excusez-moi. Vous savez que la petite enfance était au niveau du CCAS, elle passe au niveau de la ville. Donc, c'est simplement pour maintenir tous les avantages à ce personnel. On est obligé de prendre la délibération. Rien ne change, mais c'est au niveau de la ville. Donc, oui, Christelle Laforêt. J'ai juste une question. En fait, à l'heure actuelle, il ne reste plus que, il me semble, 7 assistantes maternelles employées par la mairie. Donc, on va rester à ce nombre. Autre question? C'est bien entendu Bernadette qui a la réponse. C'est très difficile à l'heure actuelle de recruter des assistantes maternelles. C'est ça, les enfants à la maison. Hein. Et maintenant, ça ne correspond plus, comme c'était le cas avant, à une demande des parents qui préfèrent plutôt des établissements collectifs. D'accord, merci Bernadette. De petites structures ou de grandes. Et on n'a pas de liste d'attente. Il n'y a pas tellement de demandes, mais je ne dirai pas les raisons, mais on se les imagine à l'heure actuelle. Pas d'objection, pas d'abstention. Mise à disposition d'un médiateur du centre de gestion. Alors, il s'agit simplement d'avoir un médiateur. Vous savez que nous avons une personne qui s'occupe du bien-être au travail, etc. Mais là, il s'agit simplement d'un médiateur au niveau presque juridique. Hein. Donc, vous avez si contester les décisions individuelles, décisions administratives, des refus de détachement, etc. Donc, si des décisions administratives sont contestées, il y a donc possibilité pour nos agents d'avoir recours à ce médiateur du centre de gestion.
Je pense qu'il n'y a pas d'objection, pas d'opposition. Ensuite, il y a une petite modification tarifaire, en fait une adaptation tarifaire des accueils de loisirs. Jusqu'à présent, nous avions un tarif uniquement à la journée, soit une journée sans excursion, soit une journée avec excursion, et donc c'était à la journée. La CAF nous demande de faire une inscription semaine. Donc la semaine, elle correspond donc à 4 jours sans excursion, puisque c'est le mercredi, le jour excursion. Donc c'est simplement un calcul, 4 fois la journée sans inscription, sans excursion, plus une journée avec excursion, et puis un petit peu arrondi à la baisse sur l'ensemble, donc le total. Voilà. Donc c'est pour permettre... Alors les familles gardent quand même la possibilité de pouvoir inscrire à la journée. Hein. C'est pas une obligation, mais la CAF nous demande de donner cette possibilité. Oui, Gérard. Une explication de vote, conformément au vote qu'on avait fait au moment des tarifs, on s'abstient sur ces tarifs-là. Pas de problème. Qui est-ce qui s'abstient? Donc 6 abstentions. Qui est contre? Merci. Et donc, nous avons fini ce conseil municipal qui était effectivement extrêmement technique. Par contre, je souhaitais vous présenter cette motion. En effet, avec Bernadette, représentant la ville de Bischheim, moi-même représentant le conseil départemental, nous étions au conseil d'administration du collège Lamartine mardi soir et nous avons été surpris d'apprendre qu'il y avait la suppression d'une classe de 4e. La problématique, et Bernadette l'expliquera beaucoup mieux que moi, c'est qu'on ne tient pas compte dans les effectifs des classes Ulysse. Les classes Ulysse ont une part d'enseignement à part, mais ont aussi une immersion dans les autres classes, et pour lesquelles ils ne sont pas pris en compte. Donc nous avons fait le calcul, sachant qu'en REP, le nombre maximum d'élèves est de 25, les classes qui ont été mises en place par le conseil départemental sont calibrées pour cela. Or, si on tient compte des REP, on est dans le cas de figure à 26,5 élèves, sachant que parfois, des élèves Ulysse ont besoin d'un accompagnement physique, c'est-à-dire qu'il y a une ou l'autre personne en plus encore dans la classe. Quand je vois ce matin ce qui se passe dans un autre collège où on propose à 2 élèves à tour de rôle d'être assis dans le couloir, ça me pose quand même des problèmes. Donc je peux vous dire que je suis particulièrement furieux. Et vraiment, quand je le dis, c'est vraiment... alors, vous savez que je ne suis pas très motion, hein. Il y en a qu'on applique de temps en temps. Je comprends aussi que l'éducation doit adapter la situation. Lorsque dans certaines écoles ou dans certains collèges, il y a une diminution sensible du nombre d'élèves et qu'il y a une fermeture et que cette fermeture fait en sorte que la moyenne restante est inférieure au maximum, je pense qu'il faut aussi accepter qu'il y ait ces fermetures. Parce qu'on demande des ouvertures quand il y a plus d'élèves, donc il faut aussi adapter cela. Par contre, ici, c'est scandaleux. Cette décision est scandaleuse parce que nous sommes dans un quartier sensible, les écrivains. Avec Daniel, nous avons milité pour avoir une ouverture de ce collège sur l'ensemble du quartier. Le quartier des écrivains, c'est moitié Schiltigheim, moitié Bischheim. Et nous avons souvent été interpellés par des habitants de Schiltigheim qui habitent de l'autre côté de la rue, ou parfois même dans la même rue, dans un autre numéro, et où les enfants devaient aller jusqu'au collège Leclerc, revenir à midi parce que la cantine est à Lamartine, repartir à 2h par les cours et revenir le soir, alors que le collège était à côté. Donc le département, la collectivité européenne d'Alsace, a quand même investi dans des bâtiments modulaires de très belle qualité pour avoir un nombre de classes qui était nécessaire. Mais ces bâtiments ont une dimension, comme dit, pour 25 élèves, des salles de classe. Et donc,
en avoir 26, 27, etc., n'est pas viable. Nous avons un personnel enseignant dans ce collège, je me permets de le dire, qui est remarquable, qui est extrêmement investi dans le souci de veiller à ce que la diversité puisse avoir les meilleurs résultats possibles. Il y a dans ces quartiers, comme peut-être dans d'autres, des décrochages scolaires, mais les enseignants sont là pour essayer d'y remédier, de contacter les parents, de faire venir les enfants, de suivre les enfants. Et nous avons eu, en départ vers des lycées, quelques belles opérations où des enfants, même un enfant d'Ulysse qui va dans un collège avec formation musicale. Donc je veux dire, si on veut arriver à faire cela, il est absolument primordial que les possibilités d'enseigner. Dans ce quartier, nous avons un programme en rue. L'État met énormément d'argent. Le bailleur social, Alsace Habitat, met énormément d'argent, puisque vous voyez bien que les premières opérations, 17 Mistral, 2 rue Victor Hugo, ce sera aussi le rue Lamartine, le bâtiment, et la démolition-reconstruction fait qu'il y a des investissements extrêmement forts. Mais tout l'investissement matériel ne sert à rien si l'investissement humain fait défaut. Et donc, moi, je dis solennellement, et avec toute la virulence, que c'est absolument impensable qu'il y ait cette diminution de classe. Alors, si vous en êtes d'accord, Bernadette donne lecture de cette motion qui vous a été transmise. Il n'y a pas eu de remarque particulière, donc je pense que sur le texte lui-même vous convient, parce qu'on ne va pas rediscuter une motion. Et puis, je l'ai aussi transmis à notre député aujourd'hui, qui m'a fait une petite réponse que je vous lirai tout à l'heure après la lecture de la motion et après votre débat. Moi, c'est la deuxième fois que je présente une motion en peu de temps. Et ce que je voudrais dire avant de la lire, c'est que de la maternelle jusqu'au lycée, nous avons affaire à des équipes enseignantes qui sont engagées et qui font preuve d'un professionnalisme exemplaire. Je tiens à le dire parce que nous avons beaucoup de chance. Alors, motion portant sur la situation du collège Alphonse de Lamartine. Lors du CA du collège Lamartine du 5 juillet 2022, les enseignants nous ont fait part de leur très vive inquiétude face à la fermeture programmée d'une classe de 4e. L'insuffisance des moyens donnés à l'établissement porte atteinte à la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves et tout particulièrement des élèves relevant des ULIS sur le niveau de 4e. Les élèves bénéficiant de l'ULIS sont des élèves à part entière de l'établissement scolaire. Leur classe de référence est la classe ou la division correspondant approximativement à leur classe d'âge, conformément à leur projet personnalisé de scolarisation, comme le prévoit le Code de l'éducation. Ainsi, la fermeture d'une classe de 4e, passant de 6 à 5 classes, alors que les effectifs sont de 123 élèves, auxquels il faut rajouter 9 élèves relevant du dispositif ULIS, modifie radicalement ces conditions. En prenant en compte tous ces élèves, soit 132, la jauge s'établirait à 26,4 élèves par classe. Au regard de la capacité d'accueil des salles de classe et des normes de sécurité, le collège n'a pas la possibilité matérielle d'accueillir ces élèves à besoins éducatifs particuliers, ainsi que leur AESH. Répartir les ULIS, que ce soit en école ou au collège, pour assurer une inclusion optimale dans un niveau d'apprentissage normal est légitime, mais leur non-comptage dans les effectifs totaux est injuste. Comme le stipule l'article L111-1 du Code de l'éducation en vigueur depuis le 26 août 2021, l'éducation est la première priorité nationale.
Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants sans aucune distinction. En conséquence de quoi, nous exigeons le maintien des 6 classes de 4e afin de permettre un enseignement public de qualité pour tous et favoriser ainsi l'égalité des chances. Nous resterons vigilants quant à l'efficience de l'inclusion dans l'école républicaine. Merci Bernadette. Ça se base un peu sur une motion que le conseil d'administration et les enseignants avaient fait, mais nous l'avons adaptée par un conseil municipal. Cette réunion a eu lieu mardi soir en même temps que le conseil municipal de Schiltigheim, donc c'était un peu trop tard pour les informer. J'ai eu Madame Dambach aujourd'hui. Je lui transmettrai demain la motion et ils la soutiendront aussi. Voilà, il n'y aura plus de conseil municipal, mais d'une manière ou d'une autre. Elle est tout à fait d'accord puisque il y a une part importante d'élèves de Schiltigheim qui vont aussi dans ce collège. Oui, Christelle Laforêt. Oui, merci, monsieur le maire. Évidemment, nous apportons notre soutien à cette motion. Je vais juste, en fait, dans les cahiers de Bischheim, là, je parlais justement d'une autre école. Et je vais juste lire une partie de ce que j'ai pu, et je trouve que ça correspond tout à fait à la motion. Donc, nous devons accorder à nos enfants la chance de progresser dans un cadre pédagogique serein, efficient et épanouissant. Une vision uniquement arithmétique des moyens financiers et humains n'est ni admissible ni compréhensible pour décider de la fermeture de classes, et notamment dans certains quartiers de Bischheim, où il existe une nécessité encore plus grande d'un enseignement différencié et d'une attention particulière. Alors, je le redis, nous sommes évidemment solidaires des parents d'élèves, des enseignants et surtout des élèves. Merci. Gérard, un mot ? Oui, monsieur le maire, je n'ai rien à rajouter à ce que tu as dit sur la situation du collège Lamartine. Et je sais que tu n'es pas fan de motion, mais je ne sais pas si depuis que je suis élu à Bischheim, s'il y a une année où nous n'avons pas eu de motion sur les questions, sur les moyens mis dans l'éducation sur le territoire de Bischheim. C'est un vrai souci, que ce soit à l'ouest, à l'est ou au centre. Bernadette, tu disais, nous avons des équipes remarquables de la maternelle au lycée. Effectivement. Et il faut soutenir, il faut donner les moyens. Et cette année, nous atteignons un niveau de désengagement de l'État sur notre territoire qui est impressionnant. Collège Lamartine, Collège du Ried, lycée Marc Bloch, enfin, on peut faire le tour. Il n'y a pas un établissement où il n'y a pas un problème de moyens. Je me demande si nous n'allons pas être avec les écoles, je parle des écoles publiques, dans la même situation bientôt que dans les hôpitaux. On a désarmé, on se désengage de la question de l'éducation depuis quelques années de manière impressionnante. Voilà, je ne vais pas en rajouter, mais parce que je ne voudrais pas noyer la question de Lamartine comme ça dans un discours global, mais c'est un véritable souci et je ne personnaliserai pas une attaque contre qui. Enfin, voilà, les gouvernements successifs auxquels on a eu affaire depuis que je suis élu municipal à Bischheim n'ont pas jamais pris la mesure des enjeux de l'éducation sur notre territoire. Merci Gérard. Je dois juste rajouter que malheureusement, ce n'est pas que Bischheim qui est concerné. Et mais nous c'est Bischheim. Mais je veux dire que lorsqu'on voit dans la presse régionale et l'exemple que j'ai donné, qui est encore, alors là j'aurais encore pété une pile. Hein, je veux dire, c'était de dire que les enfants doivent prendre des chaises et être dans le couloir. Alors là, voilà. Bernadette, non, c'est bon. Non, je voulais juste rajouter que c'est pas faute de sensibiliser l'inspection académique. C'est vraiment, j'ai pris tous les leviers que je pouvais prendre
Et j'attends toujours la réponse pour l'école Atome. Hein. Voilà. Je me permets juste en réaction, d'autant plus que, comme tu l'as souligné aussi, Jean-Louis, les collectivités mettent des moyens sur notre territoire dans ce qui est de leurs compétences, dans les bâtiments, etc. Tu as parlé de l'ANRU, tu as parlé d'un certain nombre de choses qui se passent, mais on sait très bien que si on n'accompagne pas, si l'État ne fait pas son job dans les écoles pour accompagner, ce sera un puits sans fond, ces investissements qu'on fait. Oui, alors je rejoins totalement Gérard, et je vais même plus loin. Moi, je pense que l'école, c'est au même niveau que l'hôpital, en fait. Et comme d'autres, que ce soit la police, les hôpitaux ou l'école, c'est à se demander où vont nos impôts, juste comme ça. Et Bernadette, évidemment, nous connaissons tout le travail que tu effectues pour justement sauver les classes, faire ton possible pour que les enfants aient un enseignement dans des lieux adaptés, et là-dessus, on n'en doute pas une seconde. Merci. Je rappellerai, Gérard l'a dit, la collectivité qui est en charge des bâtiments des collèges, c'est la CEA, et la CEA sur le canton va mettre prochainement 20 millions d'euros dans la rénovation à la fois du RIDE, 12 millions et demi, et de Leclerc, 7 ou 8 millions, je crois. Voilà. Et la construction d'un collège sur Schiltigheim, parce que c'est en défaut, c'est en déficit, et on est en train de voir avec la maire de trouver les terrains nécessaires, mais un nouveau collège, c'est 15 millions. Donc voilà, donc je veux dire que la CEA met ce qu'il faut, mais si les salles sont vides ou surpeuplées, ça ne va pas. Je prends un petit paragraphe du courrier que Bruno Studer m'a encore envoyé aujourd'hui. Je vais envoyer la motion. Je vous affirme mon plein soutien que soient pris en compte les élèves des classes Ulysse dans les effectifs globaux, nous nous battons pour cela, et ainsi dans la répartition des classes par niveau. J'interviendrai auprès de l'Éducation nationale en ce sens. Nous comptons sur lui. Voilà. Donc, moi, il faut quand même, si on peut s'arrêter là, adopter cette motion. Alors, pour plus de solennité, je vous demande de vous lever. Je demanderai aussi à Danielle Diligent de venir à mes côtés. Elle ne participe pas, mais c'est quand même la CEA. C'est le binôme total. Et voilà, elle est avec nous. Donc, pour les membres du conseil municipal, et monsieur moi aussi, voilà. Donc, qui est pour cette motion? Je vous remercie. Et la CEA continuera à faire son œuvre. Merci, Daniel. C'est ainsi que se termine ce conseil municipal sur une note un peu, pas triste, mais enfin quand même interrogative. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. Comme il fait quand même un peu chaud, un petit rafraîchissement nous fera du bien. Et celles et ceux qui souhaitent un peu d'animation, Martine leur donne rendez-vous au parc Baudy. Pour la salsa, c'est ça ? Entre autres. Voilà. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous, et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Et je crois que c'était très important que ce dernier point soit pris en compte, et nous ferons tout pour y arriver. Merci et bonne soirée.